Vous écoutez Procrastination, saison 2, épisode 3, Écrire l'idéologie, partie 1 sur 2. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Debus. Vaste thème auquel il faut qu'on se frotte, mais qui, je pense, nous fait un peu tous frémir. C'est la notion d'idéologie, de message, de parti pris dans un texte de fiction. Mélanie, je crois que t'as quelques anecdotes peut-être qui sont intéressantes pour entamer le débat. En réfléchissant à ce sujet, ça m'a ramené sur un cheminement personnel à ce niveau, qui est que je précise qu'au départ, j'ai toujours été un peu méfiante sur d'une part la question qu'on nous pose souvent, c'est quel est le message de ce texte ou autre, sur la notion qu'un texte nécessairement véhicule un message conscient. Je me suis toujours vraiment braquée sur cette idée avec laquelle je suis pas forcément d'accord. Et j'ai également toujours eu une certaine méfiance pour les textes justement qui cherchent à faire passer un message conscient, politique ou autre, parce que c'est absolument pas que ce soit inintéressant en soi. Il y a plein de textes passionnants qui font ça, mais quand c'est raté, ça peut être particulièrement lourd, et parce que le but de la fiction n'est pas le but qu'un pamphlet politique, en fait. Ça, c'est un peu pour C'était Procrastination, merci de nous avoir dit. Ça, voilà. Mélanie de première. Ça, c'était pour poser le départ. Et donc, je pars au départ d'une méfiance sur la question de l'idéologie en littérature. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait évoluer dans ma réflexion, qui est une suite de prises de conscience. La première, j'ai assisté à une rencontre avec Léo Henry en librairie. Et Léo a fait toute une démonstration qui commençait par une phrase, un postulat qu'il a posé au départ, qui était « toute littérature est politique ». Et au départ, quand il a commencé comme ça, je me suis un peu braquée pour les raisons que je viens d'expliquer. Mmh. Et en fait, en l'écoutant, en discutant avec lui ensuite, et en réfléchissant à ça dans ma propre écriture, et ensuite dans toutes les œuvres que j'ai vues ou lues, je me suis aperçue que non seulement c'était intéressant, mais que je suis fondamentalement d'accord avec lui. Mmh. Et que ce qu'il était en train de me dire, c'est pas tout texte porte un message qu'on va enfoncer vraiment comme on tape avec un marteau sur un clou. C'est qu'il y a systématiquement dans toute littérature un regard sur le monde. Fondamentalement, c'est ce qu'il voulait dire. Et il y a, je dirais, une deuxième anecdote qui m'a beaucoup fait cogiter sur ça. C'est tout récemment en regardant des dessins animés avec ma nièce, des dessins animés que j'avais vus étant un peu plus jeune, et que là je regarde avec vraiment un regard d'adulte, en m'interrogeant sur ce que le message véhiculé à des enfants, justement, et avec la réflexion que cette rencontre avec Léo m'avait fait cogiter. Et je me suis retrouvée coup sur coup à regarder, et je pense qu'on fait pas plus différent, le Blanche-Neige de Disney, et Mon voisin Totoro de Miyazaki. Et là je me prends une espèce de gouffre culturel et idéologique dans la figure. C'est à quel point deux dessins animés qui ne sont pourtant pas politiques dans le sens où ils véhiculeraient un message, parce qu'en plus on s'adresse à des enfants assez jeunes quand même, la portée politique de chacun, la portée idéologique en tout cas de chacun, et notamment le Blanche-Neige qui quand même est super ancré dans son époque. Il a une vision de la femme qui, le voyant maintenant, est monstrueuse. Mmh. C'est-à-dire que non seulement on est dans la princesse Disney, c'est-à-dire la princesse qui attend son prince qui vient la sauver à la fin, mais on est vraiment dans la bonne ménagère qui, et je n'exagère pas, retourner voir Blanche-Neige, elle passe le dessin animé à faire le ménage pour les nains. Et c'est terrifiant à voir. Blanche-Neige n'est là que pour faire le ménage. Et c'est terrifiant pour toi, pas pour Christine Boutin. Hein. Voilà, typiquement Blanche-Neige est le rêve de Christine Boutin. On n'oserait plus, réellement, on n'oserait plus, là maintenant, faire ce que Disney fait dans Blanche-Neige à l'époque, et il est déjà idéologique dans le sens où il parle d'une vision de la femme et d'une époque. Et quand on prend à l'inverse Mon voisin Totoro, où les personnages sont déjà pas spécialement genrés, j'ai envie de dire, on parle de deux petites filles, mais ça pourrait être deux petits garçons, on n'est pas du tout dans un rôle sexué qui est attribué, et on est dans une espèce de message d'ouverture, de tolérance, de curiosité, de respect pour la nature, et vraiment d'ouverture à tout ce qui nous entoure. Et je vois pas de gouffre idéologique plus grand qu'entre ces deux-là. Et ça m'a vraiment confirmé que, effectivement, même des récits qui ne sont pas conçus comme politiques disent finalement des choses sur une culture, sur un pays, sur une époque, et sur la vision du monde qu'a le créateur au moment où il écrit cette histoire. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui, je suis là. En fait, je m'interroge toujours, en fait, parce que évaluer l'idéologie, c'est quelque chose de très subjectif. Et c'est comme la morale, d'ailleurs, c'est exactement ce que tu dis pour les Disney. C'est-à-dire que il y a une dissonance morale aujourd'hui par rapport à des vieilles fictions. Mais ça s'est toujours posé. D'abord, on peut se poser la question pour le conte. Est-ce que le conte est fondamentalement conservateur, par exemple, avec un héros qui va restaurer l'ordre, etc. Voilà. Ou alors est-ce que au contraire, comme certains théoriciens d'il y a une 50aine d'années, est-ce que le conte
permet aussi de présenter ce qui s'écarte de la norme. Donc c'est ambivalent. Le conte, il est ambivalent. Et dans le roman moderne, on a conservé cette ambivalence, en fait. Quand on a un personnage qui fait quelque chose, on peut l'interpréter de manière différente, et c'est ça qui fait la profondeur du texte. Et donc c'est ça qui permet d'introduire des dissonances idéologiques d'une certaine manière. Voilà. Cette problématique, elle est d'abord, elle est au cœur de la science-fiction, en fait. Moi, l'idéologie a toujours été une problématique SF. Donc c'est quelque chose à laquelle je suis plutôt accoutumé via les genres, par exemple. C'est-à-dire, par exemple, quand on fait de l'utopie ou de la dystopie, on est au cœur de l'idéologie. Ça va dénoncer des régimes totalitaires. Donc on est frontalement dans des récits politiques. Le space opéra, de quoi va parler le space opéra? C'est quoi le cadre du space opéra? Le cadre du space opéra, ça va spatialiser une expansion. Une expansion, donc l'expansion, elle est au cœur d'une certaine idéologie qui est celle de la colonisation ou de la décolonisation quand on dénonce, etc. Donc on est dans l'idéologie, dans le point de vue. Le roman Catastrophe moderne, il va nous parler d'écologie. Elle est essentiellement écologique, ça va nous parler du réchauffement climatique, des OGM, donc on est on est dans l'idéologie. Les invasions aliens, les invasions extraterrestres, on est dans la paranoïa des années 50 avec la peur du rouge, la peur du communiste, et puis récemment avec l'islamisme. On est aussi dans l'enfermement par rapport aux migrants. L'extraterrestre moderne, c'est un migrant. Voilà, donc et à l'inverse, on a aussi une idéologie de gauche avec les road movies, où on va avoir des gens qui vont partir sur les routes et qui vont expérimenter des choses. Donc on est toujours dans la structure même du récit des fois, dans le sujet, avec les aliens, etc., qui vont représenter la figure de l'autre menaçant et tout, mais aussi dans la structure même du récit, on va avoir de l'idéologie. C'est là où je trouve que c'est intéressant la SF, et puis d'une manière générale toute fiction, c'est que effectivement, t'as tout à fait raison, on n'est jamais neutre, c'est impossible d'être neutre, et donc essayer d'évacuer l'idéologie par la porte, elle rentrera par la fenêtre, à mon avis. Donc, et d'autant plus fort qu'on aura une sorte de retour du refoulé, qui fera que ce sera encore plus transparent quand on essaiera de ne pas l'être. Oui. Mais la SF, comme elle pense souvent macro, qu'elle traite des grandes structures de l'humanité, donc ça va être d'autant plus transparent dans la science-fiction. Donc pour moi, ça n'a jamais été un vrai problème, en fait. Il y a des choses qui sont intéressantes en science-fiction particulièrement, c'est quand des schémas ou des histoires sont reprises à différentes périodes. Et je pensais à certains films qui ont été réalisés vraiment en pleine période de trouille du communisme et qui ont été repris des années plus tard avec un autre message. Il y avait, je crois, Les Profanateurs de Sépulture. Il y a énormément de films ont été repris avec une autre idéologie ensuite. Voilà, il y en a eu 3, ouais. Et je pensais aussi à un exemple tout récent et qui m'interpelle beaucoup, c'est la série qui vient de commencer, The Handmaid's Tale, qui est adaptée de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Alors, je n'ai pas lu le roman, je dois avouer, mais la série est terrifiante parce qu'elle parle tellement de l'époque actuelle et même de l'Amérique de Trump que je suis très curieuse d'aller voir le roman pour voir ce qui a été ajouté et ce qui était déjà en germe dans les années 80 dans ce récit. Ouais. Alors c'est assez marrant parce que je trouve que les films américains sont un très bon exemple. Les blockbusters américains, je trouve, c'est un très bon exemple en fait. Ils se sont appropriés dans un cadre marketing de cette citation du si je veux envoyer un message, j'utilise je sais plus Western Union ou un truc comme ça. C'est grosso modo évacuons le message et c'est l'histoire qui compte et voilà. Et je trouve que c'est une très bonne impasse d'une certaine manière parce que c'est typiquement quand on a ce type de discours, pas d'idéologie, c'est chiant, on va perdre le lecteur ou le spectateur, dans le cadre des Américains, en fait, c'est souvent en essayant de nettoyer une histoire de toute idéologie, en réalité, c'est une manière de se conformer à l'idéologie dominante. Parce que, en fait, quand on essaye de ne pas faire d'idéologie, en réalité, on adopte celle qui est celle de nos jours. Et par exemple, pour moi, un exemple typique, c'est World War Z, qui a essayé de dépolitiser le roman, qui était un roman qui était très politique en réalité, et ça a donné quelque chose. Donc ils ont essayé, pour contenter tout le monde, d'essayer de virer tout ce qui pouvait avoir une charge politique, finalement. Et donc on a des zombies qui ne représentent plus rien. Et ça devient littéralement une masse amorphe et sans intérêt, et ne signifiant rien surtout. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant, d'un roman très intéressant, qui va générer son inverse sous prétexte justement d'essayer de plaire au plus grand nombre. Et je pense en plus que si on essaie de plaire au plus grand nombre et qu'on s'aligne sur ce qu'on pense que veulent les spectateurs à un moment donné, justement on le fait à un moment donné.
On s'adresse à des spectateurs d'un pays, d'un contexte, d'une époque, et on va leur parler de leur peur du moment, même de leur loisir du moment, etc. On est toujours dans une époque. Ouais, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous venez de dire, et sur il y a un truc qui, pour prolonger sur le genre, comme tu le faisais, Laurent, avec la SF, c'est vrai que la fantasy, comme elle est, vous avez parlé du conte avant, comme la fantasy est quand même descend naturellement du conte, la fantasy a fréquemment eu le reproche d'être un genre conservateur, parce qu'il s'agit de sauver le monde et de revenir à l'ordre ancien, ce qui est totalement faux, parce qu'on en parlera avec le monomythe, mais si on prend ne serait-ce que l'archétype de Tolkien, le Seigneur des Anneaux décrit un changement d'âge, justement. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a eu une fantaisie extrêmement conservatrice, voire assez désagréable quant aux modèles sociaux, mais tous les genres, quels qu'ils soient, et pas que dans l'imaginaire, sont à un moment coupables de ça. Je pense que j'ai eu un peu le même cheminement que toi, Mélanie, quand on a choisi ce thème-là. Je me suis dit, mais non, la fiction, non, moi, je fais pas d'idéologie, parce que justement, pas de littérature à message, etc. Et je me suis finalement rendu compte que c'était absolument faux, et que je me racontais un très joli mensonge, qui est que, bien sûr, on écrit forcément du point de vue où l'on est, du point de vue social en tant qu'individu, et dans l'époque dans laquelle on est. Et je me suis dit que je me mentais d'autant plus, que il y a un truc qui me paraît très important aujourd'hui quand on écrit du point de vue qui est le mien et de celui de beaucoup d'auteurs, c'est que je suis un mâle blanc cis hétérosexuel, et que par conséquent le premier truc auquel il faut faire gaffe, c'est comme on dit en anglais, c'est de vérifier son privilège, c'est-à-dire vérifier de quel point de vue en tant que justement appartenant plus ou moins inconsciemment ce qui est aujourd'hui la classe dominante, je pense qu'il y a une responsabilité supplémentaire de s'interroger sur en quoi ce point de vue-là, qui est mon point de vue de dominant, peut impacter les représentations conscientes ou inconscientes que j'ai, concernant justement tout ce qui n'est pas ce à quoi j'appartiens. Et je pense qu'il y a une responsabilité supplémentaire à laquelle il faut avoir conscience, dont il faut avoir conscience quand on écrit, pour interroger potentiellement ses présupposés, ce qui est d'autant plus important dans la littérature de l'imaginaire où l'on parle de l'autre. Il y a une citation, j'ai pas été foutu d'en retrouver la source, mais il y a un truc qui m'avait beaucoup marqué quand Orson Scott Card, qui, quand on suit son blog notamment au lendemain, au tournant des années 2000, présentait un certain nombre de vues ultra conservatrices sur le 11 septembre, la guerre en Irak, etc. Orson Scott Card, connaissant ce point de vue-là, dit un truc qui pour moi est extrêmement important, il faut surtout pas mêler le pamphlet à la fiction, parce qu'on se retrouve avec un mauvais pamphlet et de la mauvaise fiction. Je crois que c'est ça, s'il y avait un conseil, ce serait celui-là en fait. Oui, voilà, exactement. Et je pense que la fiction, tout en ayant conscience on est dans l'esprit du temps et qu'on écrit de ce point de vue, je pense que la fiction est toujours meilleure quand elle n'essaye pas d'apporter des réponses avec ses grosses bottes en disant je fais de la littérature à message, mais quand elle se rappelle qu'elle est de la littérature, qu'elle est un divertissement, et qu'elle est là, c'est ce que j'aimerais humblement essayer de faire, et c'est parce que c'est ce que j'aime lire, quand elle interroge, quand elle pose des questions, en mettant justement, en confrontant avec le maximum d'honnêteté possible, c'est aussi, on l'a un peu abordé dans l'épisode en parlant d'écriture de l'altérité, en confrontant des points de vue différents, et c'est de là que naissent les questions, et en invitant autant que possible le lecteur à simplement se forger ses propres réponses là. C'est-à-dire quand elle ne fournit pas un discours, mais quand elle essaie, avec le maximum d'honnêteté intellectuelle possible, en prenant en compte que l'auteur est quelqu'un d'imparfait, quand elle essaie d'ouvrir des questions et des portes. Donc c'est un épisode qui a généré beaucoup de discussions, donc il sera en 2 parties. On se retrouve dans 15 jours pour la 2e partie. En attendant, c'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis, et maintenant, assez procrastiné, allez écrire.